je voulais commencer je suis spécialiste des espaces ruraux du Languedoc à l'époque moderne, pas juste des convois. Et je voulais remercier Béatrice Maury parce que quand il y a eu le vernissage de l'exposition Semelle de vent, c'est là que j'ai eu l'idée d'essayer de me réquisitionner pour travailler, pourquoi pas sur la transhumance, elle a dû en parler un peu à la directrice. Et puis je me suis laissé faire, je me suis pris au jeu, et je vais être grâce au report de la conférence à cause du Covid, j'ai pu aller pas mal en archives ici à Mende et voir des documents et des choses que je ne soupçonnais pas. Alors je commence, je me demandais si vous connaissiez Paul-Joseph Barthès. Bon, c'est une question un peu rhétorique, je me doutais que vous ne connaissiez pas Paul-Joseph Barthès. C'est un médecin qui est né à Montpellier en 1734. C'est un membre de la prestigieuse Société royale des sciences de Montpellier au XVIIIe siècle. Il contribue à rédiger pas mal d'articles de l'encyclopédie, Paul-Joseph Barthès, et il rédige notamment en 1765, dans le tome 16 de l'encyclopédie, l'article « Troupeau des bêtes à laine ». Et il nous dit au sujet de la région de Montpellier, puisqu'il parle depuis son observatoire montpelliérain, « Les champs, après la moisson, poussent aussi des herbes dès que la pluie tombe. Ils peuvent quelquefois suffire à nourrir les troupeaux, avec le faible secours des arbustes qu'elle fait revivre et que les chaleurs avaient épuisés. Quand ces pluies nous manquent, avant ou peu après la récolte, il faut, on le fait par précaution pendant les étés, faire transmigrer nos troupeaux dans les montagnes éloignées, où l'humidité et le temps frais entretiennent des pâturages toujours verdoyants, transmigrer. On conserve ainsi pour leur retour à la demeure ordinaire des herbages propres à leur conserver l'embonpoint acquis dans ces plaines. Alors bien sûr, on ne parle pas de transhumance au XVIIe et XVIIIe siècle. Transhumer, c'est un verbe qui nous vient de l'espagnol, qui a été inventé en Espagne au début du XIXe siècle et qui est arrivé en France à peu près à la même époque, changer de terre, donc dans l'année. Je vous parlerai donc ici, avant de parler des bergers, des transhumances. Alors la grande transhumance, celle qui parle de l'arrière-pays de Montpellier, de Nîmes, etc., ce qu'on appelle parfois les hauts-cantons chez moi, de Vermodève, et qui monte sur les pentes du Mont Égual, du Mont Lozère, sur l'Aubrac, sur la Margeride, quelquefois sur l'Écosse, plus rarement. Et ces lieux d'estive des transhumants sont assez connus, mais attention à ne pas réifier la transhumance, c'est-à-dire à faire un objet qui serait quelque chose de peu comme ça, d'artificiel, parce que c'est bien d'une migration dont il s'agit. On parle d'hommes et de bêtes qui montent à la montagne et qui en redescendent à l'automne. Et donc, la place et la question fondamentale de la conduite du troupeau est importante, et ça soulève bien sûr la question du rôle de la place des bergers au XVIIe et XVIIIe siècle dans ce système qui est la transhumance et qui est établi depuis plusieurs siècles, peut-être même depuis la préhistoire, c'est pas impossible. Anne-Marie Brisbard, qui est là, pose avec force dans ses écrits une question actuelle qui est particulièrement aiguë, cruciale pour les bergers, c'est où pâturer. La question du goût pour prof d'histoire géo, parce que je suis un prof d'histoire géo, au fond la question du goût c'est toujours quelque chose de pertinent pour le prof d'histoire géo. Donc moi je vous propose ce soir de vous demander où les bergers nous amènent-ils à cette époque-là. Vous verrez dans le propos, ils nous amènent un peu dans l'imaginaire, pourquoi pas, hein. Vous voyez que dans les livres très récents, des romans, on a toujours cette vision un peu mythifiée du berger, hein, comme chez Giono. Et puis finalement, on s'aperçoit que ces bergers nous amènent au cœur d'une montagne en mouvement, ce sera la première partie de l'exposé. Ils nous amènent en Gévaudan au cœur de l'élevage ovin qui s'y pratique, et puis ils nous amènent à quelque chose qui n'est pas très travaillé par les historiens, en tout cas quand on parle des bergers, ils nous amènent face à l'altérité. Et c'est un sujet qui me paraît important là-dedans de traiter. C'est pour ça que j'y consacre une partie. Alors, je vais essayer de ne pas parler 1h30 puisque j'ai 40 minutes, mais je ne pensais pas que j'aurais autant d'informations sur les bergers du Gévaudan et les bergers en Gévaudan avant d'aller aux archives. Bon, l'historien se fait toujours avoir, donc j'ai trouvé beaucoup de données. Donc on va partir au cœur d'une montagne en mouvement, et on va voir d'abord, on va voir ces bergers, on va commencer par eux, qui sont par les chemins. Et je dirais, on va aller sur les chemins avec les bergers en tant qu'historien, mais on va se déplacer d'abord avec le troupeau du Bar-Languedoc. On va partir avec les bergers transhumants. On va partir de l'arrière-pays de l'Odève, du prieuré de Saint-Michel-de-Grandmont. Alors je suis allé il y a quelques jours aux archives de l'Hérault pour compléter des dépouillements, parce que ça me paraissait plus consciencieux de le faire. Et aux archives de l'Hérault, j'ai trouvé par exemple ce livre de recettes et de dépenses. Et on s'aperçoit que les chemins, prendre le chemin, ça se prépare au XVIIIe siècle. Et vous voyez qu'à mai 1716, ici, le troupeau qui va partir à l'estive, à la montagne, est tondu. Et on tond 410 bêtes. 410 bêtes à laine.
Et puis, un mois plus tard, Noël, le nom de famille du berger, qui est ici le berger, le premier berger du prieuré de Saint-Michel-de-Grandmont, il part pour l'estivage de la montagne. Il part avec 122 moutons, 108 brebis, 70 agneaux. Préparer le départ, c'est aussi sélectionner des bêtes qui ne partent pas, qui vont rester. On retient ici 105 bêtes. Et l'idée, c'est que les documents comme ça nous parlent de cette préparation du départ pour aller sur les chemins. Mais on ne va pas beaucoup plus loin dans la documentation. On sait bien que les bergers, ils arrivent avec des hardes et des bagages, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas s'ils partent avec un âne pour les porter. Ceci ne nous est pas dit parce que ça n'intéresse pas spécialement le propriétaire de ce domaine. Ce qui compte pour lui, c'est qu'on parte pour l'estivage de la montagne. C'est intéressant ici à Saint-Michel-de-Grandmont, en plus le premier berger, au bout de quelques années, c'est un Lozérien de Fraissinet de Lozère qui devient premier berger et qui chaque année monte à la montagne où on le paye, je cite, de sa peine avec des gages pour monter à la montagne chaque année, peut-être sur le versant du Mont Lozère. Alors, le marquage des moutons, on le connaît au XVIIIe siècle, il existe, il y a des règlements qui sont faits dessus. Est-ce qu'on les habille? Est-ce qu'on leur met leur sonnaille? Sans doute. Mais les documents par rapport à ce qu'on trouve dans la littérature scientifique, on ne trouve pas. Alors ensuite, évidemment, l'équipe de bergers elle prend le chemin. Et donc on a des bergers où il y a toute une hiérarchie, celle du domaine qui est respectée. Premier berger, deuxième berger, les autres. Et quand on arrive sur place, en Gévaudan, ou que ce soit, on se fait fournir des aides. C'est dans les contrats de franchement. Voilà. On a aussi un chien par berger, ça on le sait par les documents qui préparent l'accueil des bergers transhumants. Mais voilà, après sur les préparatifs, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, ce qu'on connaît bien comme dossier, c'est le dossier de la drague. Alors quand on parle des dragues, on va parler, je dirais comme Boissier de Sauvage dans son dictionnaire de 1785 occitan français, on va parler principalement des grandes dragues, c'est-à-dire les chemins affectés aux troupeaux de moutons par des chemins de traverse et principalement à ceux qui vont sur nos montagnes. Donc attention, drague, il y a sans doute plusieurs acceptions au XVIIIe siècle, et la grande drague de transhumance, ce n'est qu'un de ces chemins moutonniers, je dirais, pour faire ça. Alors, les grandes dragues, on les connaît assez bien. Là, j'ai indiqué une carte, non pas patrimoine de Lozère. Elles partent de l'arrière-pays qui va, vous voyez, de Nîmes ici, Alès, Montpellier et Lodève, et elles montent sur les lieux d'estivage que je vous signalais tout à l'heure, qui vont de l'Aubrac jusque sur l'est de la Margerie. Et elles nouent donc le Piémont-Cévenol aux hautes terres du Vivarais et du Gévaudan, essentiellement. Et il y a eu de nombreuses publications là-dessus. Donc on voit que ces grandes dragues, il y en a 4 principales, qu'on appelle les grandes collectrices, même si c'est écrit en tout petit dans la publication, elles permettent comme ça de collecter, donc comme leur nom l'indique, des dragues secondaires qui montent d'un peu partout, et encore ne voit-on pas le chevelu de toutes les petites dragues ici qui doivent venir se connecter à ces grandes collectrices, hein, qui se confondent parfois avec des chemins, etc. Mais ce qui est important de savoir sur les dragues, c'est que ce sont des chemins publics, des grandes dragues, et que les autorités languedociennes au XVIIIe siècle se soucient que les bergers puissent circuler facilement dessus, parce qu'elles ont un rôle économique essentiel pour le haut pays comme pour le bas pays. Et elles sont vraiment importantes à pouvoir être parcourues, je dirais. Alors, les autorités s'en soucient. Vous voyez ici, en 1772, on demande au syndic du Gévaudan-Lafont de mener une enquête sur la largeur des dragues, parce qu'il a été constaté dans toute la province de Languedoc, et il y a des transhumances ailleurs en Languedoc sous l'Ancien Régime qu'en bas Languedoc en direction de nos hautes terres, c'est vraiment de savoir aujourd'hui où sont les usurpations en 1772 qui ont tellement rétréci les dragues que par endroits il est difficile d'éviter des dommages qui donnent lieu à des demandes en indemnité et à des procès. Et c'est vrai que la situation peut être assez tendue. Là, le syndic du Gévaudan et Lafont le demande, mais les États de Languedoc, l'évêque de Montpellier demandent que ces dragues soient entretenues, qu'il y ait des marques pour fixer leur largeur, etc. Et donc il y a un souci véritable à les refaire. Par exemple, la grande affaire de cette époque, c'est de refaire le pont de Châdenay, qui est ici sur la drague qui passe là. Et ce pont de Châdenay, comme il menace sur ruine, il y a des accidents qui ont lieu chaque année. Ça pose la question aussi, ces dragues, de la difficile conduite du troupeau pour les bergers. C'est compliqué de faire monter les bêtes, bien sûr, surtout quand la drague se rétrécit,
surtout quand il n'y a plus de murs, surtout quand il n'y a plus de haies pour protéger dans les troupeaux, qu'il est difficile des fois de faire repartir dans un endroit où ils pâturent. Et les États de Gévaudan, en 1780, signalent que sur cette draille, à quelques endroits, il en résulte beaucoup d'accidents pour les bestiaux et des querelles entre les bergers et les paysans domiciliaires. Alors, ce sont des choses connues, mais qui nous montrent que ces troupeaux qui montent, ben, le trajet n'est pas de tout repos pour les bergers. Et pourtant, ces bergers et ces bergers sont au cœur de cette indispensable grande transhumance en Gévaudan. Alors, cette transhumance ovine, je pense qu'il est nécessaire de la remettre un peu en contexte, parce qu'il y a toujours le dada de l'historien de remettre en contexte. D'abord, premier point, c'est une migration saisonnière parmi d'autres, la transhumance. Et là, je dirais comme la directrice des archives, allez voir l'exposition Semelles de vent et vous verrez un peu quelles sont ces migrations saisonnières au XVIIIe siècle. Il y en a plusieurs. Deuxième point, c'est un phénomène qui est quantifiable et en probable augmentation au XVIIIe siècle. Si on s'amuse à comparer un peu à l'actuel, on sait qu'en Gévaudan, on élève, bon an, mal an, quand on fait les calculs, 200 à 250 000 brebis qui sont là, qui sont les brebis locales. Et puis, il y a les ovins transhumants qui montent, ils sont, bon an, mal an, entre 200 à 300 000. Donc ça fait quand même au beau jour jusqu'à 1,5 million de bêtes qui sont là, qui stapulent en Gévaudan. Alors, on n'est pas en Castille. Hein. En Castille, à la même époque, c'est 3,3 millions de transhumants et 15 millions d'ovins pour l'élevage local. Et on est sur un phénomène qui, à l'échelle de la Lozère, est quelque chose d'important. Et on sait qu'il est probable qu'au XVIIIe, dans la seconde moitié, ce phénomène, ou ce nombre de transhumants qui montent avec des bergers, est en augmentation. Alors je passerai parce que le chrono tourne vite, mais vraiment il y a des règlements villageois qui montrent qu'on a des réactions de village à un nombre important de bêtes qui arrivent, et sans doute de plus en plus important, qui mettent une pression sur le système agropastoral local qui est peut-être trop forte pour les gens qui habitent les villages qui reçoivent la transhumance. Troisième point sur cette transhumance, c'est un événement qui est précisément organisé. Et je dirais là-dedans, il y a quelqu'un qui a un rôle majeur, c'est le bail des troupeaux du Languedoc, il y en a quelques-uns, pas tant que ça. J'en ai trouvé un incidemment que je retrouve 13 fois dans mes sources sans même l'avoir cherché. C'est Pierre Viala, qui est un habitant d'Anduze, qui s'installe vers 1770 au Blémard. Et entre 1750 et 1774, je le retrouve 13 fois sans l'avoir cherché. Et sans l'avoir cherché, je vois son rôle se dessiner. C'est quelqu'un qui fait l'entremetteur, qui est un entrepreneur. Il cherche l'été, quand il accompagne le troupeau, le grand troupeau du Languedoc, il cherche les lieux d'estive pour les transhumances des années suivantes. Et donc, il va pour parler avec les villageois, il cherche des troupeaux à faire monter, des lieux de faire monter les troupeaux plutôt. Et puis, il assemble ces troupeaux vers Anduze au printemps. Et sans doute qu'il recrute les bergers aussi. Et en 1766, lors d'un procès, son avocat, par exemple, écrit aux habitants de Gros-Viala, à Chasseur-Hadès. Il leur dit au sujet de Pierre Viala, cette année 1766, Pierre Viala est pour d'environ 7000 bêtes, du nombre qu'il faisait monter les précédents. Il lui manque 7000 bêtes. Combien en fait-il monter pour qu'il lui en manque 7000? Donc il doit faire monter un nombre considérable de bêtes. On voit que c'est, en plus d'un entremetteur, un entrepreneur qui avance même l'argent de l'allocation des herbes quand il arrive en Lozère. En parallèle, ce n'est pas le seul bail du Languedoc que je trouve, mais c'est le plus remarquable, je dirais, le plus notable dans les sources. À Luc, par exemple, entre 1772 et 1788, on a deux marchands qui montent une société d'estivage et qui, comme Pierre Viala, cherchent à faire monter des brebis, des lieux où faire monter des brebis en Gévaudan. Alors, évidemment, tout ça s'organise et le bail, par exemple, est censé faire passer les contrats désherbage, les baux des herbes champêtres, ici à Pelouse, qui sont des contrats collectifs de transhumance. Alors celui-là, je pense qu'il va il est un petit peu pour vous un brise-barre. Vous voyez que le bail ici, c'est maître Antoine Buisson, natif du mas de Lopi, paroisse de Dourbie, diocèse d'Alès, habitant en mas de Mourin, paroisse de Latte, diocèse de Montpellier. Et donc il est chargé d'organiser la transhumance. Il s'engage pour 6 ans à trouver un troupeau de 3000 bêtes qui va faire monter à Pelouse. Tout le contrat est là, il doit monter avec 6 bergers, il doit trouver 6 bergers avec leurs chiens. Les gens du cru nourrissent les bergers et les chiens pendant la transhumance, c'est un grand classique. Et puis, tous les points sont précisés. Des contrats comme ça, j'en ai trouvé beaucoup. Ils se structurent toujours de la même manière, surtout combien de bêtes on fait monter, à quelle date on les fait monter, comment on les fait garder.
et après il y a les clauses financières. Voilà, donc je n'irai pas plus loin dessus parce que sinon ce serait beaucoup trop long. L'arrivée des troupeaux dans cette grande transhumance, quatrième point, elle est attendue, elle est préparée. Et vous voyez qu'ici à Fignalette, au versant sud du Mont-Lozère, on est à l'époque des ravages de la bête, mais on a quelqu'un qui avec son troupeau, qui est, que je ne me trompe pas, qui se trouve à Fignalette, et des habitants viennent voir ce bail qui est à Fignalette, ce chef des bergers, si vous voulez, et ce sont des habitants de Belvezé qui viennent avec des habitants de Montbel et qui essaient de le supplier de lui trouver un troupeau pour l'été. Il y a urgence. Donc le troupeau, il est attendu. Et puis, l'arrivée, elle est attendue et préparée. Elle est préparée puisque, évidemment, sans transhumance, l'agriculture dirait compliquée en Lozère, puisque le troupeau transhumant amène essentiellement du fumier sur des terrains grattes. Et vous voyez qu'ici, en 1762 comme en 1770, on nous explique que les troupeaux, quand il fait coucher pendant l'été en Gévaudan, et une partie du printemps et de l'automne, apportent dans les champs le fumier qui est nécessaire, et puis que si ces troupeaux ne venaient pas, sans ce secours, les terres ne produiraient presque rien. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est nécessaire. C'était le cinquième point que j'ai un peu mangé, mais c'était le cinquième point de cette transhumance. Elle est vraiment nécessaire pour les habitants du Gévaudan et du Gévaudan. Mais elle est remise en cause à cette époque-là par les physiocrates qui préféreraient, pour des raisons économiques, qu'on couche les prés en pâturage et en herbe, qu'on arrête la transhumance. Et c'est quelque chose qu'on retrouve parfois dans les mots du dernier subdélégué du Gévaudan, et qu'on trouve aussi dans les états du Languedoc. Mais ce sont des considérations physiocratiques, et je pense que les habitants, sur le terrain, ça ne les intéresse pas spécialement. Voilà. Alors on voit que les bergers du Languedoc nous ont déjà menés dans une montagne en mouvement, où on circule, et où on rencontre chaque année, au jour, pour les bergers transhumants, les bergers du Gévaudan qui sont là. Alors, quand ils rencontrent ces bergers du Gévaudan, c'est qu'on est arrivé au cœur de l'élevage ovin. Ça y est, on est sur les hautes terres de la Lozère, et on s'aperçoit que en Lozère, l'élevage local est particulièrement important. Je vous l'ai dit, il y a à peu près 200 à 300 000 transhumants qui s'ajoutent de 200 à 250 000 produits déjà élevés sur place. Et donc, vos transhumants, ils arrivent pour pâturer des terres qui sont déjà très convoitées par le cheptel local. Ce qui n'est pas sans poser problème. Alors, je commencerai par une approche qualitative pour voir un peu quelle est la composition, quel est cet élevage, parce qu'il n'y a pas que les ovins. Il y en a le naturaliste de Jean Sanne qui visite le Mont Lozère en 1775 par exemple. Il est sur le Mont Lozère avec le syndic Lafont et il me dit sur le Mont Lozère, toute la partie élevée de cette montagne consiste en vaste pâturage et en fournit annuellement à plus de 60 000 moutons qui pèsent depuis le commencement de mai jusqu'à la fin de septembre. Donc il nous explique la transhumance, il ajoute, et cela indépendamment d'un nombre prodigieux d'autres bestiaux. Donc ce qualificatif prodigieux, il est fort, et en effet, on peut se demander, mais à ce point-là, oui, à ce point-là, si on va dans le petit village du Mont, à Chaudérac, qu'on va regarder un peu ce qu'ont le droit de tenir certains propriétaires, j'en ai pris au hasard dans un document, vital du père et fils, ils ont des biens, et c'est bien leur donne le droit à mettre au berger et troupeaux communs 75 bêtes à laine, au vacher 13 bêtes armalines ou satines, outre les poulains et veaux de lait, et au poulain et porcher commun 2 couchants. Donc on a un élevage qui est très important, et là il n'y a même pas les animaux de basse-cour. Donc vos transhumants arrivent dans un Gévaudan, il est loin d'être saturé, mais qui est plein de bêtes, et pas que des moutons. Alors oui, sans exagérer, le Gévaudan c'est une terre d'élevage, comme la Haute-Auvergne voisine, et vraiment, quantitativement, il y a beaucoup de vins de variétés différentes. Alors, il faut aussi une approche quantitative, un peu quand on est historien. Alors, j'ai fait une carte un peu maladroite parce que je n'arrivais pas à faire des cercles proportionnels au nombre d'animaux, mais une enquête de 1763 montre vraiment que les Grands Cosses, les Cévennes, la Margeride, la vallée du Lot, sont vraiment avec des troupeaux locaux, hein, on est vraiment avec l'élevage local, qui sont parfois assez importants, avec plus de 2000 bêtes élevées dans la communauté, à l'échelle de la communauté, de la commune si vous voulez. Mais on s'aperçoit déjà que sur l'Aurac, les troupeaux ovins sont beaucoup plus modestes, et c'est normal. On a des descriptions déjà chez des voisins de Haute-Auvergne, et même pour des documents gévaudanais, que sur l'Aurac, on commence à ressentir l'influence de pratiques qu'on a dans le Cantal, c'est l'invention des burons, le développement des burons, et on nous dit déjà qu'il y a une spécialisation bovine pour l'élevage laitier
pour faire des fromages dans des burons qui se met en place, 1787-88, c'est en place dans le Cantal, et ça diffuse vers le sud en direction de l'Aubrac et des autres massifs montagneux. Alors tout ça explique, du point de vue quantitatif et qualitatif, qui est autant d'ovins et puis d'autres animaux, que la dépaissance et la garde des bestiaux est organisée de manière très très pointilleuse. Alors il y a plein d'exemples à vous donner. Si on va au Mont, très très vite, à Chaudérac, vraiment faire dépaître les porcs, les vaches et les bœufs, le bétail à laine, etc., il faut vraiment l'organiser de façon très pointilleuse, parce que sinon, on arrive vite à des tensions très très fortes dans les terroirs au beau jour. On vous dit par exemple qu'il ne sera fait qu'un seul vacher auquel il sera fourni une aide et sera payé à proportion de bétail que chacun y aura mis. Donc vous voyez, il y a cette idée des bergers, des vachers communs, des porchers communs, parce que sinon, on ne s'en sort pas si chacun a son troupeau individuel. Et on arrive sur cette margeride, ici, sur ce mont Lozère, sur ce mont Télouane, où on a besoin de pratiques collectives au beau jour, de pratiques communautaires, parce que sinon, l'activité agro-pastorale qui doit fournir de quoi nourrir tout le monde avec des céréales, essentiellement du sel et de l'avoine, qui doit fournir des jardins potagers à tout le monde, et puis des bêtes, de la viande, etc. Si on ne s'organise pas comme ça, de façon communautaire, avec des vachers, des bergers communs, etc., on ne s'en sort pas. Alors bien sûr, il y a des exploitations suffisamment fortes pour avoir leur propre troupeau, mais l'organisation collective est déjà très importante. Alors on s'organise, à noter, on est en Gévaudan, pays d'habitat dispersé. À l'intérieur de la commune, en fait, on s'organise par village, par hameau, pas à l'échelle de toute la commune. Ça ne marche pas. Parce que les communaux, les terres en commune ont fait débattre le bétail, notamment le bétail transhumant. Les ayants droit, ils sont à l'équivalent de ce qu'on appelle une section aujourd'hui, un sectionnal. Et donc on raisonne à l'échelle du petit village. Mais là-dedans, il y a quelqu'un qui est invisibilisé par les sources, c'est le berger. Le berger, pour nous, même dans la transhumance, il est souvent invisibilisé par les sources, et s'il n'est pas invisibilisé, en général, il reste anonyme. Alors moi, j'aime pas ça, puisque je suis historien, donc il me fallait les retrouver, ces bergers, avec leur nom, leur prénom et leur âge. Donc c'est ce que je préférais. Et derrière le mot berger, en fait, il y a mis de réalité. Et là, je suis parti vers une source principale, et qui est importante dans les archives départementales de la Lozère, c'est la justice seigneuriale, qui est conservée en série B aujourd'hui, dans les archives modernes, anciennes, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous justiciables. Et sous l'Ancien Régime, on est tous justiciables, tous amenés à être témoins dans des procès. Donc, si on est en Pelouse en 1756, ben voilà, on va trouver un berger. Alors ce berger, enfin, j'ai un nom, il s'appelle Barthélemy Chanclot. Il est témoin dans un procès. Et voilà, Barthélemy Chanclot nous dit de lui qu'il est berger du troupeau de Languedoc, il est estive dans les terres du Guigueux de Pelouse, il est du diocèse de Montpellier, il a 35 ans, et il nous dit ce qu'il faisait, et on entend parler d'un berger. Mais croyez-moi, sous l'Ancien Régime, c'est pas souvent qu'on accède à l'oralité, bien sûr, puisque, par définition, il est parti. Et quelques jours après la Saint-Jean-Baptiste dernier, je gardais le troupeau dans les terres en commune du Guigueux de Pelouse. Je vis plusieurs bêtes à cornes gardées par 2 jeunes enfants dans les dites terres en commune, pouvant y en avoir de 20 à 30. Donc on le voit travailler, on le voit observer une situation, et on le voit là, on voit enfin vivre un berger du Languedoc, un berger du cours, et ça c'est compliqué d'en trouver. En cherchant bien quand même, ces bergers, on arrive à les rencontrer, nombreux l'été en Gévaudan, et puis en tant qu'historien, on se dit au moment qu'est-ce que je fais de tous ces bergers, parce que je croyais les connaître, j'avais une vision un peu fantasmée, mythifiée du berger, mais ça y est, maintenant il faut faire le métier d'historien, et il faut qualifier un peu les choses. Alors en fait, il y a 3 catégories de bergers du Gévaudan ou en Gévaudan. Il y a la première catégorie, je dirais, un peu les plus prestigieux, les bergers du Languedoc, qui montent avec les transhumants, et j'ai calculé qu'il peut y en avoir 500 à 800 qui montent chaque année en Gévaudan. Alors comment j'ai calculé? Ayant une vingtaine de contrats de transhumance qui demandent combien de bêtes qui précisent combien de bêtes doivent venir à l'estive, encadrées par combien de bergers, j'ai un taux d'encadrement des brebis. Et on est à 400 brebis en moyenne gardées par un berger du Languedoc quand il monte en Gévaudan. C'est beaucoup moins, ça veut dire que c'est un professionnel qui se fera aider et qui sait travailler. Voilà. Et donc, quand on s'applique au divise nombre de transhumants par le nombre de bêtes encadrées, on arrive à 500 à 800 bergers du Languedoc qui devaient chaque année monter sur ces hautes terres. Deuxième catégorie de bergers, les bergers locaux de profession. Il a bien fallu que j'invente la catégorie, puisqu'elle n'est jamais fabriquée. Alors, bergers locaux de profession, je veux dire par là qui résident et qui travaillent ici en Gévaudan, ce sont nos bergers du Gévaudan.
Ils travaillent soit pour un exploitant qui est arrivé à avoir un gros domaine, malgré les contraintes communautaires d'organisation de l'élevage et de l'agriculture, soit ces bergers locaux de profession, ils bossent pour la communauté, ce sont les bergers communs. Et du coup, on les voit déjà apparaître dans les documents préparatoires à la capitation de 1695, qui est un impôt nouveau à cette époque. Et cette capitation se met en place. Et si on va regarder ce document-là, c'est la capitation de 1736. C'est une photo faite à un endroit interdit, apparemment c'était marqué de rouge aux archives de la Moselle. On s'aperçoit que, en 1736, quand on a une synthèse de la capitation, eh bien, on a 1865 bergers locaux de profession à cette époque-là. Il n'y a que les hommes, bien sûr, qui sont enregistrés à cette époque. Hein. Ça fait 8% des actifs. On peut estimer que vers 1760, ces bergers du Gévaudan, il y en a à peu près 1500 à 2000 qui travaillent. Voilà. Donc, sans compter même ceux qui font fonction de berger chez un exploitant, qui ne sont pas forcément, qui peuvent échapper aux statistiques de l'époque. Troisième catégorie de bergers, les bergers et bergères de circonstance. C'est immesurable, il s'agit de celles et ceux qui assurent la garde parce qu'il le faut, et parce qu'on n'a pas les moyens de recruter un berger dans ce métier et de lui payer ses gages. Alors je pense aux ouvriers agricoles et aux domestiques des exploitations, qui vont faire fonction de berger dans la journée, dans le mois, etc., qui vont garder quelques bêtes. Et puis je pense aussi, et là on l'a tous à l'esprit évidemment, aux enfants. Les enfants sont mobilisés massivement, petites escouades de pastouraux, de pastourelles, qui vont garder les bêtes dans les terroirs, quel que soit le jour de l'année, quelle que soit la météo, à part quand il neige, les bêtes, les brebis sortent tout le temps. On les fait paître en permanence. C'est même une des causes de leurs maladies les plus fréquentes, passer de l'air chaud de la bergerie à l'air glacé du dehors, et l'inspecteur de manufacture Holker le dénonce par exemple en 1765. Donc voilà pour les trois catégories de bergers du Languedoc, les bergers du Gévaudan de profession, les bergers et bergères de circonstance. Si bien qu'on a une variété de statuts et de situations qui interrogent beaucoup. Il y a des hiérarchies parmi les bergers, il y a des âges parmi les bergers, il y a des bergers expérimentés, il y a des salaires différents. Donc ça, moi je le note, des salaires qui vont du simple au triple. Mais je comprends qu'il y a des compétences et des savoir-faire derrière qui justifient les choses. Mais je ne sais pas comment elles se transmettent et elles ne sont pas souvent dites. Ces compétences attendues au XVIIIe siècle. Donc c'est en cherchant les bergers, en fait, qu'on s'aperçoit qu'on ne les connaît pas quand on est historien et qu'on en avait juste une image fautive, mythifiée. Ce sont des professionnels qui travaillent là. En tout cas, en Gévaudan, vos bergers, ce sont les confrères en 1736, de 2200 vachiers et bouviers, ce qui fait là 9% des actifs. Vous apercevez qu'entre les vachers, les bouviers et les bergers, on est quand même avec 17% des actifs qui gardent du bétail et dont c'est le métier en Gévaudan à cette époque-là. Presque un actif sur 5. Donc là aussi, c'est des chiffres qui aujourd'hui sont compliqués à imaginer évidemment. Dans ces espaces ruraux qui ont une activité agricole et agro-pastorale très organisée, on peut maintenant se demander comment les bergers s'intègrent à la population. C'est cette histoire que j'ai appelée « Où nous amènent les bergers ?» Ils nous amènent face à l'altérité. Les bergers sont autres et ils nous notent une société à voir qui regarde ces bergers à sa manière. Et très rapidement, on s'aperçoit dans les sources que les bergers, ce sont des personnages, quand ils sont en Gévaudan, qui soient des bergers locaux ou des bergers transhumants, qui vont cristalliser pas mal de tensions. Ce qui est l'historien de nouveau pose des questions. Alors pour commencer, de nouveau, les justices seigneuriales nous montrent que ces bergers sont très souvent l'objet, très souvent, de procès, et des procès qui sont incessants. Ils sont l'objet de rudes bousculades. Ils se font vraiment bousculer, les bergers, en Gévaudan, et parfois ils sont même l'objet de violences assez régulières. Au Gendry, vous voyez, à Anac en 1761, on a des femmes qui insultent les bergers. Et on a le huissier du bailliage du Gévaudan qui revient mettre un peu les pendules à l'heure de la population pour dire qu'il ne faut pas faire ce genre de choses, puisque les habitants ne peuvent ignorer que le dit seigneur est contenancier du dit lieu et terroir, qu'en cette qualité il a le droit de dépaissance comme les autres tenanciers. Ces fermiers ont toujours été dans l'usage de mener faire dépaître leurs troupeaux pendant 3 jours de la semaine sans aucune opposition. Cependant, le seigneur a été instruit que les habitants avaient ameuté leurs femmes pour insulter les bergers, son fermier, et il empêchait le seigneur de jouir de son droit de dépaissance. Donc là, c'est un rôle classique, hein, les maris ameutent un peu les femmes, d'insulter les bergers, de les molester un peu parfois. Ça, ce sont des choses que je fais plusieurs fois. Mais ça peut aller beaucoup plus loin.
Vous voyez, comment Bonnet en 1762, on a un berger qui est violemment agressé, et qui nous explique, il parle, hein, alors là c'est un berger local, il était à garder le jour d'hier le troupeau de son maître dans une pièce appartenant à ce dernier, située au terroir du Crozet, serait venu à lui Jean Gou, du vieux du Crozet, armé d'un gros bâton. Alors on peut déjà s'inquiéter des intentions de Jean Gou, qui sans aucune sorte de raison ni fondement légitime serait tombé sur le suppliant, lui aurait donné un coup de bâton sur la tête, qui le renversa par terre. Le berger se relève, il voulut demander au Nicou la raison qui l'obligeait à le maltraiter. Alors celui-ci, plus furieux que jamais, bien loin de donner satisfaction au suppliant, lui a donné un second coup de bâton qui le jeta du haut d'une muraille en bas. Et c'est vrai, on a des témoins qui disent que même le berger a crié Mastua, Mastua, qui veut dire en occitan tu as tué. C'est la première fois que je vois dans l'occitan au XVIIIe siècle citer de référence. Donc l'idée c'est que c'est un peu surprenant pour cette violence envers les bergers, mais à mon sens, il n'y a que deux causes qui l'expliquent. La première, c'est que la première cause, c'est la dépaissance en un lieu qui est interdit, ou prétendument interdit d'accès aux bergers à ce moment-là. Et puis la deuxième cause, c'est souvent des contestations au sujet des tours de fumature. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en aurait pour des heures, mais vraiment, quand il y a une contestation sur le tour de fumature, le premier qui prend, c'est le berger. Et j'ai même trouvé des bagarres en général entre des bergers et des ayants droit qui voulaient que leur tour de fumature arrive plus tôt que prévu. Et au fond, je pense qu'il n'y a qu'une seule cause qui fait que les bergers cristallisent les tensions, c'est que les contraintes communautaires spatiales et temporelles qui pèsent sur le finage sont tellement fortes qu'elles peuvent mettre que les bergers en difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des calendriers de dépaissance par lieu dit à l'intérieur du village, à l'intérieur de la commune, qui sont différenciés selon les lieux, selon les bêtes, selon les moments de l'année, qu'il faut, je pense, être vraiment bien outillé pour arriver à suivre. Et finalement, la pression des contraintes sur les bergers, elle est très très forte. Je pense que tout apprendre des lieux auxquels on n'a pas accès, en fonction du moment de l'année, du bétail qu'on garde, ça va être très compliqué. Et finalement, le berger, il n'a droit à aucune erreur. Il n'a droit à aucune erreur, sinon, ça va lui tomber dessus, ça va être pour lui. Alors j'ai une hypothèse, c'est que finalement, comme ils sont souvent l'objet de procès incessants, des propriétaires de leur troupeau, c'est que le berger a dû glisser dans les représentations de leur temps des procès en justice au procès d'intention. Et je veux dire par là que quand on va lire un peu les sources autrement, on a l'impression qu'il y a un mécanisme qui est en place, qu'il y a une première étape, c'est le berger, on attend de lui qu'il ait des compétences au XVIIIe siècle. Et la première des compétences, c'est une garde sourcilleuse des contraintes du lieu d'estime. C'est la principale. Le troupeau ne doit pas déborder dans les terres autour. Surtout si elles ne sont pas, les récoltes n'ont pas encore été moissonnées, par exemple. Et puis, il y a ce que nous dit la littérature. Le berger, c'est quelqu'un qui va avoir des pratiques qui sont favorables à la bonne croissance et au bon développement du troupeau et à la bonne santé des bêtes. Mais, systématiquement, deuxième élément du mécanisme, j'ai l'impression qu'il fait qu'on les rejette facilement, c'est qu'il y a du berger bashing, c'est-à-dire que leurs compétences sont systématiquement dénigrées. On ne nous dit que ce qui ne va pas. Alors c'est peut-être un effet déformant des sources, hein, je suis historien, donc je connais le mécanisme et je m'en méfie, mais cela dit, quand on voit qu'on a des lettrés, puis des gens, ici, voilà, quelqu'un de l'époque des Lumières, l'intellectuel des Lumières et les consuls de Miroès, qui emploient ce genre de reproches systématiques à l'égard des bergers, ça interroge. Quand on vous dit que dans l'encyclopédie, les bergers ne suivent que la routine, sans la moindre prudence, laissent paître les bêtes à leur gré, sont presque tous des paresseux, etc. Qu'on redit la même chose, c'est chez le subdélégué du Gévaudan, qui est sur place, que dans une enquête de 1772, la plupart des communautés répondent souvent que les bergers débordent délibérément de la draille pour que les brebis aillent pâturer un petit peu partout. Que ces bergers causent volontairement des dommages aux terres communes et particulières, qu'on arrive avec un troupeau qui est étranger, qu'amène la petite vérole. Il y a quand même un regard très très dur sur ces bergers, qui sont même à Mérueil en 1790, dans le contexte d'une affaire très précise, même, sont traités de scélérats, de vagabonds et de gens sans aveu. Il y a quand même quelque chose qui fait sens là derrière, et j'ai limité un peu cet inventaire à la préverbe de regard très péjoratif sur les bergers, qui m'interroge, c'est cette ambivalence du regard sur les bergers. Pourtant leurs compétences sont bien réelles. Troisième point du mécanisme, quand on voit ces bergers qui parlent en justice, on voit des gens qui travaillent normalement,
qui expliquent quand ils témoignent qu'ils étaient à garder à tel endroit, qu'ils ont vu arriver des gens qui n'auraient pas dû arriver là, qu'ils étaient à garder en train de parler avec un tel et un tel, ils exercent leur métier normalement. À Saint-Julien-du-Plonel, en 1777 par exemple, on a une bagarre générale qui a lieu entre des propriétaires et des bergers qui sont là, et un des bergers explique que très précisément que non, ce n'était pas possible que ce soit le tour d'un tel dans les passades pour aller faire dormir le troupeau dans le parc pour récupérer le fumier, parce que la veille on a dormi dans une basse-cour, parce que la tradition du village c'est de faire comme ci et comme ça, et tout est clairement expliqué. Et il nous explique à la fin qu'il ne veut pas aller dormir chez la femme du propriétaire qui vient, il n'y a pas d'autre mot, de le tabasser, parce qu'il ne se sent pas très à l'aise de dormir chez elle. Il le dit vraiment comme ça, il ne se sent pas bien de dormir chez elle. Donc on voit qu'on a des personnes qui savent travailler, qui travaillent normalement, mais le regard sur elles est un regard très ambivalent, qui tourne parfois au procès d'intention à Gros-Viala en 1765, commune de Chasteradès. On nous dit d'un berger que ce berger est un étranger qui agit de mauvaise foi. Pourquoi? Sans doute parce qu'il est berger, parce qu'il est étranger, donc il est de mauvaise foi. Donc, vous voyez, il y a un regard qui est très très noir. Et je dirais que dans un Gévaudan très sédentaire, où les contraintes communautaires et familiales sur la structure agraire sont très prégnantes, celui qui se déplace incessamment, je pense que c'est celui qui pose problème, assez simplement. Alors, très très vite, le berger, on le voit aussi au centre et à l'arrière-plan des règles du jeu. Quand il y a eu conflit, il faut que ce conflit se règle, qui est régulation. Et ce conflit se règle de plusieurs manières. Alors je vais aller assez vite là-dessus. C'est que va y avoir trois solutions souvent pour régler des conflits. Ça va être la solution micro-locale qui est réglons ça de façon censitaire et collective. Donc ici, le fond parler nous montre que sans doute vers culture en 1769, on recense les terres des propriétaires. On voit combien ils possèdent de terres, 77 céterés, ça fait une vingtaine d'hectares. Du coup, on a droit, dans ce cas-là, à tenir de bétail à laine 72 bêtes, 8 vaches ou bœufs et une douzaine d'autres. Donc vous voyez, tout est prévu de manière censitaire après au village, en fonction des possessions qu'on a, on va pouvoir posséder du bétail ou pas. Ce qui permet de régler un petit peu les problèmes de pression sur l'environnement agricole. Voilà. Mais ça pose la question aussi des gens qui n'ayant pas de terre ou de biens fonciers n'ont pas accès à la propriété de bétail dans ces communes-là. Ça veut dire aussi qu'en arrière-plan, on ne le dit pas, mais il faut un berger commun, si on raisonne comme ça. Et ce berger commun qui est obligatoire, on le voit par exemple arriver à Châteauneuf en 1779. Et à Châteauneuf, par exemple, on dit qu'il faut avoir un ou deux bergers communs pour garder les bêtes. Et tout est précisément expliqué. Deuxième type de solution qui appelle l'emploi d'un berger commun, c'est l'établissement d'une police rurale de la dépécence. Ça, c'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup à l'échelle du village. On rédige et on refond régulièrement ces règlements locaux qui règlent la dépécence. Et vous voyez qu'ici, à Fabrèges-Roux, en 1790, on redit où le troupeau peut aller, par qui il doit être gardé, à quelle époque, et on vous dit que souvent, les lieux vont être emparés, c'est-à-dire qu'ils vont être mis en commun, au service de la communauté. Et que ce soit avant ou après les récoltes, des fois on nous le dit, et avec des dates différenciées. Et à intervalles réguliers, on refait ces baux de police rurale pour la dépécence. Moi, ça me paraît fondamental, ça montre que les équilibres qui sont trouvés sont précaires et temporaires, ils tiennent juste quelques années et on les refait très régulièrement. Alors là aussi, à Châteauneuf-de-Randan, entre 1730 et 1780, on doit en faire 3 ou 4 fois les règlements. Ce qui veut dire qu'il faut incessamment tout refaire. Et qu'il faut derrière faire appliquer ces règlements, qui surveillent tout, qui soient là à garder les bêtes, c'est, pour ce qui concerne les ovins, en tout cas, le berger. Hein, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'embaucher en plus un garde-terre pour garder tout ça. Troisième point de solutionnement des conflits qu'il peut y avoir, c'est des règles sourcilleuses de transhumance et d'estivage. Et ça, vraiment, dans les baux de police rurale, on a souvent des articles qui règlent la transhumance. Si on est stable à la Bastide en 1769, ça va même dans des délices d'explications sur comment on se partage le lait avec les bergers transhumants. Alors je vous lis l'explication, mais je n'ai toujours pas compris. Il va falloir se concentrer. Lorsque les bergers vont reprendre le laitage d'une nuit, qu'on leur laisse prendre ordinairement cette même nuit, le particulier qui aura pris la veille, la nuit, tant de fumature que de laitage, prendra cette nuit pour la fumature seulement et sera tenu de la précompter sur la première passade où il n'y aura pas du laitage.
Voilà, moi je l'ai relu 10 fois, la 11e, des fois. Voilà. Et donc c'est toujours les limites aussi de ce qu'on peut comprendre quand on est historien, des fois on ne comprend pas, mais on comprend que là les bergers vont être surveillés de près à la Bastide de Vestable en 1766, y compris pour ce qui est de collecter, récolter le lait des brebis. D'ailleurs là c'est les femmes qui vont les surveiller puisque ce sont les femmes, c'est expliqué un peu partout, qui sont chargées de collecter le lait des troupeaux du Languedoc, je fatigue. Voilà, alors je vais aller très très vite, mais on voit qu'au XVIIIe siècle, XVIIe, la figure du berger en Gévaudan, c'est un peu expliquer que ce berger c'est un mal nécessaire. On en a besoin, mais des fois ça donne l'impression qu'on chercherait bien à s'en passer aussi. Donc c'est quelque chose d'assez ambigu qu'on trouve dans la documentation. Alors, j'en arrive à la conclusion. Je vous demandais au début de l'exposé où les bergers nous amènent-ils. Dans 3 endroits d'après moi. Le premier endroit qui nous amène, c'est loin, très très loin d'ici. C'est-à-dire qu'il nous amène dans une région inconnue, le XVIIIe siècle. Dans un deuxième lieu inconnu, le Gévaudan. C'est-à-dire que si on était dans ce Gévaudan-là du XVIIIe siècle, même avec un Lozérien, on ne le reconnaîtrait absolument pas, on n'arriverait pas à s'y projeter, à s'y repérer. Il faut imaginer qu'il y a 2 fois plus d'habitants au Beaujour. Et il y a 2 fois plus d'habitants qu'aujourd'hui, et qu'au Beaujour, il y a 2 à 3 fois plus de bêtes. Ça veut dire qu'on a des bergers qui sont avec des bouviers, des vachers, des saisonniers, des paysans sur tous les chemins, dans tous les terroirs au Beaujour. Donc par rapport à cette impression de, parfois, d'immensité un peu déserte qu'est la Lozère aujourd'hui, avec l'intensification de l'agriculture, ben là on est au contraire sur des campagnes pas si peuplées que ça, mais qui grouillent de monde. Il y a toujours de la circulation et des gens, il y a toujours des rebuts d'hommes et de bêtes. Deuxième point de la conclusion, les bergers nous amènent dans une migration qui n'a plus le même sens qu'aujourd'hui. Bernard Grelier, en 2006, dans la revue internationale des sciences sociales, écrit, et Bernard Grelier, c'est un berger transhumant de Valorbe, qui a pris sa retraite en 2015, et il nous dit, alors comment expliquer aux quelques transhumants restants que le but de leur travail, l'objet de leur spéculation, n'est plus la production d'agneaux, ni bien sûr de laine, ni même du fumier, jadis si précieux, mais que leur raison d'être est la gestion de l'espace et la préservation de la biodiversité, les termes mêmes dans lesquels sont énoncées les problématiques sont inversées. On n'entretenait qu'une partie de l'année des ovins sur des prairies d'altitude ou sur des garrigues méditerranéennes. Il s'agit maintenant d'entretenir la prairie d'altitude par le pastoralisme, il en est de même pour la garrigue. Et c'est intéressant de parler de cette inversion finalement de sens, pas de direction, mais de sens profond de la transhumance. Troisième endroit où nous amènent les bergers, c'est un peu face à nous-mêmes. Ils nous mettent face au miroir. C'est-à-dire que le berger du Languedoc ou de la Lozère, dans le Gévaudan du XVIIIe siècle, c'est celui dont on a besoin économiquement et socialement, mais qu'on discrimine et qu'on stigmatise assez facilement. Et ça, pour moi, aujourd'hui, ça a du sens. C'est le bouc émissaire de prouver qu'on n'hésite pas à insulter ou à frapper s'il le faut, quand quelque chose au village se passe mal. Et ça, je trouve que voilà, c'est quelque chose qui me marque. Alors, je conclurai en disant que j'ai la conviction que les bergers en Gévaudan et du Gévaudan du XVIIIe siècle peuvent nous guider vers des terres un peu plus en altitude pour observer les choses d'un peu plus loin, je dirais. Parce que je trouve que dans une campagne électorale qui s'annonce assez nauséabonde, je pense, dans les mois qui viennent, on s'aperçoit avec ces bergers qu'aucune partie de la population ne mérite, pour aucune raison au monde, d'être montrée du doigt. Voilà. Et puis je voulais vous montrer un petit peu ce berger de 1925-1926 qui est habillé exactement comme était celui présenté par Louis Banton dans son inscription sur les bergers en 1802. Voilà, j'ai terminé, un peu en retard. La grande crainte des bergers, c'est de ne plus pouvoir transhumer au cœur du parc national des Cévennes. En réalité, le parc avait été créé pour maintenir des paysages et qui avait été, en fin de compte, qui était le résultat de ce parcours des troupeaux depuis des siècles et même des millénaires, puisque en 2000 ans avant notre ère, la garrigue s'est réchauffée, et c'est à partir de là, disent les archéologues, que les troupeaux ont commencé à monter dans la montagne en suivant les pistes des animaux sauvages, pistes qu'ils connaissaient, puisque avant ils étaient chasseurs-cueilleurs. Voilà. Donc, le parc n'a pas mis les transhumants dehors. Par contre, sur le Lozère, il a aidé les éleveurs locaux
a développé l'élevage bovin avec la race Aubrac, qui jusqu'alors n'était pas élevée sur le Mont Lozère. Et donc il y a eu moins de troupeaux sur le Lozère. Par contre, sur les Gouales, ils ont plus encore aidé les bergers en faisant construire par exemple des vraies maisons de pierre, et peu à peu on y a installé aussi l'électricité solaire. Donc maintenant la vie des bergers de ce point de vue, du point de vue du confort, était meilleure avant que le loup ne revienne. Je ne disserterai pas sur le loup, qui est un sujet qui fâche. Mais voilà. Par contre, je voulais vous parler maintenant d'aujourd'hui. Donc ce film a 50 ans. Bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas changé. Des troupeaux montent toujours, la décoration existe toujours, elle est importante, comme vous avez vu à chaque fois que le troupeau s'approchait d'un village, le maître berger repassait devant et défilait comme Assumène ou à la tête du troupeau, très fier d'être ce maître berger d'un important troupeau. Quand j'ai commencé à transhumer avec eux en 1970, il y avait 60 000 brebis qui montaient entre les Gouales et le Mont Lozère. Aujourd'hui, je dirais 25 000. Donc, quand même une diminution assez importante. Par contre, il y a une relève. Il y a actuellement, la majorité des bergers que j'ai connus au tout début et qui n'étaient déjà pas jeunes sont décédés, et pour beaucoup, il y a eu un fils ou un petit-fils ou un neveu qui a repris. Donc il y a une relève. Il y a des choses nouvelles. On a le téléphone portable, on peut communiquer. Comme je vous dis, il y a un certain confort en plus. Et il y a eu des mouvements auxquels les éleveurs n'ont pas forcément pris part, de patrimonialisation. Alors d'abord, en 2010, les paysages culturels évolutifs de l'agropastoralisme des Causses et Cévennes ont été inscrits au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. J'ai fait partie du groupe qui a travaillé sur le dossier de candidature pour la partie sur la transhumance, que je voulais absolument qu'il soit très présente dans ce dossier. Et ensuite, j'ai fait partie pendant 9 ans du conseil scientifique de suivi de cette inscription. Comme le dit Bernard Grelier dans ce que vous nous avez dit, qui est quelqu'un avec lequel j'ai transhumé et que je connais très bien, qui est un Cévenol. Son père était pasteur, mais qui est sensible à l'écologie, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les bergers. Enfin, qui préférerait qu'on reconnaisse leur métier pour sa production, pour leurs compétences, que de les faire, entre guillemets, des jardiniers du paysage. Parce qu'ils ont l'impression quand même qu'on les reconnaît pour quelque chose qui n'est pas le fondement de leur métier. Enfin, on fait comme on peut. Donc, il est certain que dans cette inscription des paysages culturels évolutifs des Causses et Cévennes, la transhumance y est pour beaucoup. Et que si, comme je vous dis, il n'y avait pas eu de transhumance depuis très longtemps, ce sont 2 massifs qui seraient complètement couverts
de forêt, puisque on est en dessous de la limite des arbres. On n'est pas comme dans les Alpes où vous avez ce qu'on appelle des alpages qui naturellement n'ont pas d'arbres parce que c'est trop élevé. Là, s'il n'y avait pas eu le travail des bergers, le pâturage des troupeaux, eh bien, on serait dans la forêt. Donc, mais cependant, les bergers avaient l'impression que cette inscription avait surtout été prise pour le tourisme. Elle était portée par les élus et donc ils travaillaient aussi le parc national des Cévennes et le parc des Grands Causses, mais il n'y avait pas d'éleveurs dans le groupe qui a travaillé au dossier de cette inscription. Donc, moi, je leur expliquais que si, quand même, ils étaient reconnus, mais j'étais un petit peu assise entre deux chaises puisque j'avais participé. Mais bon. Alors, par contre, en 2019, et jusqu'à cette année, il y a eu un autre mouvement qui consistait, là, à faire reconnaître la transhumance comme appartenant au patrimoine culturel immatériel en France. C'est une première étape pour une inscription à l'UNESCO, donc, de la transhumance. Certains pays l'avaient déjà fait, l'Autriche, la Grèce et l'Italie, et avaient été reconnus en 2019. Là, donc en 2020, on a obtenu cette reconnaissance de la transhumance comme appartenant au patrimoine culturel immatériel en France. Ce qui est intéressant donc, dans cette inscription, c'est que ce qui est inscrit, c'est en réalité la totalité. Les savoirs et les savoir-faire associés à la transhumance, les modes de transmission de ces savoir-faire, les traditions, les coutumes, les réglementations sur le travail, le transport, l'environnement, dans une société dite en évolution. Donc on n'est pas dans une muséification de la transhumance, mais on reconnaît, d'ailleurs dans le classement des paysages, on avait fait rajouter évolutif, parce qu'on ne voulait pas qu'on dise ben, c'est comme ça et maintenant ça ne doit plus bouger. Donc on est dans une reconnaissance d'un métier en évolution. Et donc en 2020, cette reconnaissance a eu lieu. En mars l'année prochaine sera déposé un dossier à l'UNESCO pour faire reconnaître, alors là de façon internationale, la transhumance, le pastoralisme transhumant dans celui du nord de la Méditerranée pour l'instant. Ensuite, il faudra faire reconnaître celui du sud de la Méditerranée. Donc ça procède par étapes. Ce qui est intéressant, c'est donc, comme je vous disais, que ce sont les professionnels qui ont travaillé, et en particulier sous la responsabilité du CORAM, le collectif des races locales de Massif, qui est très présent ici, et qui fait reconnaître aussi les races locales pour leur capital génétique. Donc, dans le film, il est dit que ce sont en majorité des costards dégarés, bien qu'il y ait quelques rayoles. La rayole, c'est la brebis qui est sur les contreforts méridionaux des Cévennes.
dans le Gard en particulier. Bon, et ce sont des brebis chèvres. Elles sont capables de manger du dur, du tendre, de se dresser sur les pattes derrière pour manger les branches basses. Enfin, et elles sont reconnues pour un capital génétique très intéressant, même si elles sont dites en conservation, parce que en race pure, inscrites en race pure, il n'y en a que quelques milliers de chaque race. Donc voilà, ce que je voulais vous dire à la suite, c'était cet avenir de la transhumance qu'on espère, je pense, et les Lozériens en particulier, les Gardois aussi, qu'on espère se maintenir, même si actuellement, par rapport à ce que notre collègue historien nous a dit, on a quand même un nombre de transhumants qui est de plus en plus petit. Même si les drailles existent toujours, elles sont devenues des GR, des chemins de randonnée, ce qui a permis d'ailleurs que certaines soient nettoyées, alors que pendant toute une période, c'était les éleveurs qui devaient essayer de faire le passage pour les bêtes, parce qu'il n'y avait plus tellement de troupeaux qui passaient. Avant, quand j'ai commencé à travailler avec eux, aux foires de printemps, l'entrepreneur de transhumance voyait les éleveurs qui allaient lui confier les bêtes. Il y avait encore pas mal de troupeaux qui se suivaient, donc ils prenaient des rendez-vous. C'est-à-dire, ils disaient, bon ben toi tu passes par la draille de Margeride, quand est-ce que tu pars, ou à quelle heure tu pars, de façon à se suivre ou à se succéder, et surtout à ne pas mélanger, parce que vous avez vu que trier les bêtes, c'est un véritable rodéo. Les mélanger, c'est hyper facile, les trier, c'est très difficile. Et donc, sur la draille, quelquefois, on voyait un autre troupeau qui était devant, et on gardait nos distances pour éviter que les bêtes se mélangent, tout autant que les bêtes meuneuses, quand elles voyaient le troupeau de devant, elles n'avaient qu'une envie, c'était d'accélérer pour les retrouver. Donc il fallait que les bergers de tête soient solides et les retiennent pour éviter qu'elles se mêlent avec l'autre troupeau. Donc voilà, j'espère que cette transhumance cévenole va continuer. Bon, on a perdu l'Aubrac en 1968, dernière transhumance en Aubrac. Il y a un article d'Adrienne Durand-Tulou dans un des volumes de la RCP Aubrac. Donc en Aubrac, c'était un programme de recherche qui avait été fait, qui mélangeait des chercheurs issus du CNRS, de l'INRA, et à l'époque, donc, il y a eu cette dernière transhumance parce que grâce à ce programme de recherche, il y a eu un renouveau de la race Aubrac, un renouveau de l'élevage des vaches en Aubrac, lesquelles transhument. Elles font partie des bêtes transhumantes, même si elles ne transhument qu'en une journée, alors qu'en Cévennes, là, vous aviez un troupeau 3 jours pour les plus éloignés, 2 jours pour les plus proches. Et pour aller sur le Lozère, c'est souvent 4, 5, 6 jours, même si le Lozère Nord a été reboisé, et on a perdu aussi, comme terrain de transhumance, la Margeride et le Gévaudan, où on ne monte plus. Donc, vous voyez, ça s'est beaucoup rétréci, même s'il y a toujours de l'élevage là-haut, mais pas de l'élevage transhumant.